Le deuxième sujet, c'est le Mali. La junte qui donne 3 mois à IBK pour se soigner à l'extérieur. La junte au pouvoir au Mali a levé le voile dimanche sur les conditions d'évacuation sanitaire samedi aux Émirats arabes unis de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta pour un délai maximum de 3 mois. En accord avec les États ouest-africains, il a été convenu de permettre l'évacuation sanitaire de M. Ibrahim Boubacar Keïta pour des raisons humanitaires pour une durée maximum d'un mois, déclare le Comité national pour le salut du peuple mis en place par les putschistes. Ce délai d'1 mois est extensible uniquement sur avis médical et ne pourrait excéder 3 mois, auquel cas le suivi médical se fera au Mali, a dit le CNSP. Ici, en tout cas, vous n'avez pas l'impression qu'on traite IBK comme, j'allais dire, un prisonnier du Grand Mali? En fait, je ne crois pas que ce soit le seul président qui soit passé par là. Le cas de la Mauritanie est là, aujourd'hui. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent prêter des intentions à des chefs d'État qui sont actuellement au pouvoir, de craindre leur lendemain, si jamais ils quittaient le pouvoir. Mais ça ne doit pas, en principe, être ça. En fait, le problème du Mali, vous savez, au Mali, il est dit qu'il y a des gens qui sont plus riches que l'État malien. Il y a des Maliens qui sont plus riches que l'État malien. Même le président dont on parle, c'est un homme d'affaires qui est immensément riche, qui a déjà de l'argent avant d'arriver au pouvoir. Alors, rien ne prouve que ceux-là qui sont arrivés au pouvoir en ayant de l'argent, au départ, n'ont pas voulu en gagner plus. Parce que plus on a l'argent, plus on veut en gagner plus. C'est vrai que des cas peuvent ne pas toujours se confirmer. Je ne voudrais pas donner l'exemple du Bénin. Mais je sais quand même que avec la crise malienne et que tout ce qui a précédé le coup d'État au Mali, il y a forte chance que l'on puisse un jour au lendemain écouter le président IBK sur des cas de corruption, surtout dans la commande des choses au niveau de l'armée. Il y a tellement de cas de corruption et la question même des deals qui puisse y avoir entre la France et le Mali par rapport à Kidal et à certaines villes du centre et du nord. Donc c'est des questions essentiellement sensibles qui reviendront sur le tapis. Mais en attendant, il faut nous attaquer d'abord à la question de la corruption, de la corruption à l'interne, avant d'aborder le volet sécuritaire qui forcément va toucher l'ancienne métropole et qui va encore revenir sur ce qu'en ont fait les militaires par rapport à la question sécuritaire. Il se dit même que des deals auraient été faits entre les forces comment vous l'appelez, certaines forces djihadistes et les forces rebelles. C'est deux choses différentes. Forces djihadistes, c'est ceux-là qui attaquent et qui tuent, qui ont encore tué, ça fait quelques jours. Mais les forces rebelles, c'est par exemple les forces de le groupe, voilà, le nom qu'on le donne, le mouvement CMA, quelque chose comme ça. La coordination des mouvements de l'Azawad, le CMA. Il y a Agrali, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ceux-là, aujourd'hui, sont en train de se réunir autour de la table pour discuter du savoir. Mais je dis que la CEDEAO a voulu miser sur une certaine liberté de mouvement et de l'ancien président. Sauf que quand on reste dans un cadre purement malien, beaucoup de Maliens ne le trouvent pas ici. Parce que le président, peut-être qu'il n'est pas tellement accusé, mais par le comportement de certains de ses proches, notamment son fils. On risque de retourner à la case départ, surtout au niveau de la justice, pour en savoir un peu plus clair sur ceux qui ont fait quoi, à quand et à quel moment. Alors, justement, donner 3 mois à IBK pour se soigner, est-ce que la junte craint qu'il lui échappe? Je suis dubitatif sur le fait que la junte craigne que IBK échappe, parce que, vous savez, la junte a débuté les choses, comme j'aime le dire, dans l'élégance. Et il faille terminer cela. Et je retiens simplement de ce qui se passe là un certain nombre de leçons qu'il faudrait à l'avenir tirer pour nos pays. La première, c'est par rapport à la junte. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un se retrouve dans cette position. Et on a vu généralement, à part ceux qui se sont éternisés au pouvoir, je veux parler d'un certain Sassou Nguesso, d'Obiang Nguema, ou encore du Tchadien Idriss Déby, qui, après leur coup d'État, sont restés effectivement au pouvoir.
toutes les juntes qui ont voulu mettre en place un certain nombre de mesures coercitives par rapport à leurs prédécesseurs ont finalement pâti. J'ai encore en mémoire l'exemple du Guinéen Dadis Camara. Parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on puisse lui reprocher, Ibeka quand même est un ancien président qui a été élu au suffrage populaire, quoi qu'on puisse dire, qui a présidé aux destinées du Mali et qui aurait dû avoir un certain nombre d'égards. Et là, quand vous voyez même la déclaration de la junte par rapport à cette libération pour soin de Ibeka, vous avez l'impression que c'est un dictat imposé à un élève de cours primaire, la manière dont on traite Ibeka. Et je pense que pour le respect institutionnel qui est dû au Mali lui-même d'abord, parce que c'est l'État malien avant tout, et que toutes ces personnes RCAN, que ce soit le CNSP aujourd'hui, Ibeka hier, il faille un minimum de respect envers la personnalité d'Ibeka, quoi qu'on lui reproche. Quoi qu'on lui reproche, parce que devant l'histoire, si Ibeka échappe à la junte, ce sera à lui de répondre. Mais si la junte traite aujourd'hui comme un malotru Ibeka, la junte répondra aussi forcément à un moment donné ou à un autre de ça. Mais la seconde leçon qu'il faudra retenir, c'est pour Ibeka, mais aussi surtout pour ceux qui président toujours aux destinées. Ibeka n'est pas un grand malade. Il aurait pu, en 7 ans de gouvernance, avoir au Mali un hôpital qui lui offre le minimum, qui lui offre les soins de santé de base dans son pays, et pour qu'on ne soit pas obligé de l'évacuer, et ça aux frais de l'État, pour qu'il puisse suivre des soins de qualité dans un autre pays. Et c'est pour ça aussi, quelque part, que quoi qu'on puisse reprocher à la junte, je comprends la junte qui dit qu'au-delà de 3 mois, puisque selon les informations, en tout cas que moi j'ai pu glaner, c'est la junte qui prend en charge donc la facture de ces soins à l'étranger. Enfin, c'est le Mali qui prend en charge, et donc le CNSP qui dirige le Mali aujourd'hui, au-delà de 3 mois, et pour la gabégie, en tout cas, qu'a fait Ibeka lui-même, ce sera une facture trop salée pour l'État. Et donc, dans ce sens, on peut comprendre quand même que la junte veut réduire au maximum ses dépenses. Et donc, à mon avis, il faille aussi que les Africains prennent conscience. Vous savez, cette crise, cette pandémie à coronavirus a révélé un certain nombre de tares de nos systèmes de santé que malheureusement, nous ne sommes pas encore en train de corriger, en tout cas dans beaucoup d'États. Et si rien n'est fait pour doter, et pas seulement le Mali, la plupart des pays de l'Afrique, de l'Ouest central, surtout les pays qui sont encore une démocrature, vivent sous ce système-là, n'ont pas de système de santé fiable, au point où et les ministres de la Santé et les présidents, même les élus du peuple, sont obligés de s'expatrier pour se soigner. Et donc, on devrait véritablement penser à régler cette question de santé publique une fois pour de bon. Alors, ici, la CEDEAO s'est portée garante du retour d'Ibeka au pays. J'allais dire, Ibeka, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel kidam qui ira trouver refuge quelque part. Vous avez l'impression, quand on regarde Ibeka, que c'est quelqu'un qui veut, j'allais dire, échapper à la justice? En fait, je ne saurais le dire, d'autant plus que je ne sais pas ce qui trottine dans la tête de Ibeka, de la manière dont il a été appréhendé et que la démission lui a été souturée. Ce sont ces éléments-là qui, seuls ceux qui ont vécu les conditions dans lesquelles ces scénarios-là se sont déroulés, peuvent avoir le courage de dire le monsieur voudrait être mieux à l'aise à l'extérieur que de rester à l'interne parce que demain, ils peuvent être poursuivis par la justice. Alors, il faut voir la forme donc, de cette expatriation et ensuite le cadre, le lieu. Il n'a pas choisi d'aller en France. Il n'a pas choisi d'aller dans un pays occidental. Il se soigne à Abu Dhabi, généralement. Oui, il se soigne à Abu Dhabi. Ça, c'est la tradition, c'est la coutume. Sauf que, en choisissant un pays arabe, il y a fort à parier que le délai donné par la junte par rapport à sa délocalisation en matière de santé se trouve être un délai conditionné sur le fait qu'il ne veuille plus retourner au Mali parce que se trouvant dans un pays arabe, et les pays arabes, vous savez ce en quoi ils sont enclins, ils n'acceptent pas comment vous les appelez,
les transferts de prisonniers ou les transferts de gens comme ça, ou quand on lance un mandat d'arrêt, c'est des gens qui ne sont pas trop enclins à s'exécuter. Voilà, à extrader, à s'exécuter. Donc, aujourd'hui, les choses se joignent, c'est-à-dire la peur de voir IBK quitter définitivement le Mali pour ne plus revenir répondre, ce qui induirait la junte à fixer un délai de 3 mois, c'est possible. Et au même moment que IBK aussi, au vu de ce qu'il a vécu à Kati, avant que de venir démissionner par écrit, et qu'il veuille même dire qu'il a eu le courage de dire qu'il ne veut plus être président, aller vérifier ce qui s'est passé pour ne pas douter de son retour probable, sitôt d'Abu Dhabi au Mali. Aujourd'hui, la CEDEAO a joué un jeu dangereux dans cette histoire. C'est la CEDEAO qui a mis IBK dans ce fourre-tout, dans cet engrenage, et qui lui crée des problèmes aujourd'hui. IBK, je crois, arrivé à un moment donné, avait l'intention de démissionner. Parce que quelqu'un qui vient des sérails des affaires, qui est devenu président, il est plus facile pour lui de quitter et de retourner à ses affaires. C'est vrai qu'on peut craindre des ennuis. Il a un parcours politique. Hein, oui. Il a eu un énorme parcours politique. Oui, il a Cissé, ils sont entrés ils sont devenus ministres la même année. Oui, sauf qu'il était un homme d'affaires depuis le temps, la nuit des temps. Avant, parce que quand on a l'argent, la dernière chose qui vient souvent en tête, comme Donald Trump l'a fait, c'est de rentrer en politique. C'est ce qui est arrivé aussi à IBK comme un virus. Et ce virus l'a poursuivi jusqu'à devenir président de la République. Sauf qu'il n'a pas su respecter ses engagements. D'abord vis-à-vis sur le plan sécuritaire. Et ensuite, au niveau des Maliens qui sont tombés dans une paupérisation très avancée alors que le pays est riche. Le premier pays où il y a plus de l'or en Afrique de l'Ouest, je crois que après le Mali, c'est le Burkina. C'est les deux avant d'arriver au Ghana. Donc, cette distance-là entre le peuple, le vécu quotidien du peuple et la gouvernance de IBK l'a aussi plongé. Ce qui fait que les chefs des syndicats, le chef d'État, avaient voulu le maintenir pour éviter qu'il y ait une jurisprudence dans la sous-région. Et moi, je crains, c'est pas une prophétie, je crains qu'avec le cas IBK et la dureté et le comportement de certains chefs d'État actuels, comme Alassane Ouattara, surtout le Guinéen, qui a déjà fait tuer plusieurs dans sa propre zone malinquée. Je crains que les militaires, comme il a si bien dit Dadis Camara, du genre Dadis Camara ne reviennent plus sur la scène politique. Donc IBK n'a pas tort, la gente n'a pas tort de laisser partir IBK pour aller se faire soigner, parce que quelque chose arriverait à IBK ici à l'interne, la gente l'aurait sur la conscience à vie. Donc autant le libérer et partir, pas forcément avec la caution de la CEDEAO, mais que la CEDEAO, à travers la crise malienne, pour parler de cette CEDEAO-là, revenu à de meilleurs sentiments, retracer une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État et des syndicats. Mais restons sur IBK. Au regard de la gestion qu'il a faite du pays ces 7 dernières années, est-ce qu'il a quelque chose à craindre, IBK? Oui, bien évidemment, il a plein de choses à craindre. La première, c'est que quand vous êtes quand même président dans le contexte africain et que des manifestations de rue arrivent à vous déloger, que votre armée même vous arrête, vous avez tout à craindre. Et bien malin qui pourra prédire de l'avenir, que ce soit politique ou même de IBK, dans la mesure où on a vu sa gouvernance. Sa gouvernance était plutôt une gouvernance de clan. Il a érigé, comme dans un certain pays, une minorité donc qui s'est accaparé des richesses. On a vu comment son fils non seulement occupait le poste clé de responsable de la commission de la défense et donc qui devrait valider tous les achats stratégiques de matériel de guerre. On sait que le budget de l'armée malienne, qu'on dit sous-équipé, aujourd'hui représente près de 30% du budget du Mali. Et au-delà, il y a le fait que ce sont ses amis qui les ont retrouvés pratiquement dans tous les secteurs lucratifs de la vie politique au Bénin, au Mali. Malheureusement, par rapport à ça, il n'a pas su renforcer autour de lui, comme l'ont fait un certain nombre de présidents, l'armée qui devait être le dernier socle. Il n'a pas su aussi, comme certains l'ont fait, laisser des miettes aux populations. Il n'a pas non plus pensé à l'avenir. Il n'avait jamais imaginé qu'il serait dans une telle situation. Sinon, il aurait pris
les mesures de l'exil. Et comme la CEDEAO l'a dit, comme il l'a dit lui-même, à mon avis, il a compris à un moment donné, il aurait dû le comprendre depuis, qu'il ne pouvait plus gouverner, que la plupart de ses alliés politiques lui ont tourné le dos et qu'il fallait rendre le tablier. Est-ce que c'est 7 ans d'échec? Je ne pense pas. Il y a eu forcément des échecs au cours de ces 7 ans, mais je suis persuadé que sur tout parcours politique, il y a forcément un certain nombre de bonnes choses que vous laissez, mais de mauvaises choses. Mais le véritable échec d'IBK, c'était primo de n'avoir pas réussi à réunifier le Mali, d'avoir laissé les djihadistes prendre de l'ascendance sur ce qu'il restait du Mali qu'il dirigeait. Première chose. La seconde, c'est d'avoir laissé les djihadistes capturer le chef de file de l'opposition et d'avoir été amorphe dans les stratégies pour le récupérer. Il aurait été un véritable chef d'armée, un véritable président de la République. Il aurait mis tout en œuvre pour récupérer IBK et Soumaïla Cissé. Et je pense que il paye un peu le prix de toutes ces erreurs-là qu'il a fait au cours de son parcours politique. Justement, je voudrais, là où il a chuté par rapport à Cissé, effectivement, on n'a pas senti un IBK se défouler dans la recherche des solutions à ce que son opposant revienne. Mais est-ce que enfin, dans ce genre de situation, j'allais dire, on ne communique pas trop. Oui, ça je le sais. Il a dit entre-temps qu'on est en contact, il sera bientôt de retour. Oui. On aurait même appris que le monsieur a été libéré, qu'il se trouvait en Algérie. Bon, ça c'est pas confirmé. C'est pas confirmé. Parce qu'avec les fakes, il faut plutôt se méfier. Et vous savez, ce point-là est essentiel. C'est un point capital et essentiel à la fois, dans ce sens que c'est vrai, on ne communique pas, même une communication personnelle à chaque fois sur le cas de l'opposant pouvait lui valoir une circonstance atténuante ces jours qui sont devant lui actuellement, après avoir démissionné, et après s'il sentait des ennuis judiciaires qui peuvent pointer du nez. Parce que les circonstances atténuantes ne se prennent pas partout. C'est juste quelques graines de positivité que vous aurez laissé comme marque, qui vous ramène maintenant sur la scène pour vous dire que au moins il a fait ça, au moins il a fait ça, au moins il a fait ça. Parce que, quoi qu'on en dise, si ce monsieur libéré actuellement fait des élections au Mali, c'est lui qui sera le président. C'est lui qui sera le président. Donc, ce sera lui qui devait maintenant, à moins qu'il a des dents contre lui, ne voudra jamais qu'il devienne président, ou que ce soit un deal entre la force Barkhane ou les djihadistes pour le mettre au Nouf, en attendant de retrouver quelqu'un diriger le Mali. Parce que son cas serait déjà scellé, et peut-être que la France serait aussi derrière son départ. La manière nonchalante. Trop de peut-être que. Oui, il faut surtout toujours. Quand il s'agit d'évoquer le rôle de Barkhane. Oui, il faut toujours mettre des bémols, il faut toujours prendre tout ça avec des gants. C'est des hypothèses que nous émettons, parce que avec la vitesse avec laquelle la France a pris acte de la démission du IBK, et que de dire que nous soutenons le peuple malien, moi, ça me clignote beaucoup de choses. Connaissant bien les officiels français, de la manière dont ils fonctionnent, sur les intérêts qui s'y trouvent dans le pays dans lequel ils investissent, et ils sont. Et donc, je dis que l'opposant, IBK n'a pas joué. Franchement, quelle que soit la communication qu'il faut faire de façon en sourdine ou silencieuse, au moins une communication de façade qui ne cite pas forcément les djihadistes, mais au moins nous souhaitons le retour pourrait lui aujourd'hui accorder une circonstance atténuante. IBK, donc lui, il est actuellement aux Émirats Arabes Unis où il va subir des soins. Son départ, est-ce que vous pensez que c'est aussi un gage que donne la junte à la CEDEAO, parce que IBK est parti samedi, mais on sait que quelques jours avant, Alassane Ouattara et Assimi Goïta, le patron de la junte, se sont parlé. Les choses qui se sont dites n'ont pas été révélées, mais c'est dans le sillage qu'IBK est parti. Donc c'est aussi un gage que la junte apporte à la CEDEAO. Est-ce que c'est un gage forcément? La junte a prouvé, en tout cas le discours officiel de la junte a toujours été qu'elle s'en foutait pas mal de la CEDEAO, même si ce n'étaient pas les mots exacts qu'ils ont utilisés, dans la mesure où à chaque fois ils ont rappelé que ce serait que les Maliens
et les Maliens entre eux qui décideront de l'issue et du Conseil national du salut patriotique, mais également de l'issue de l'éventuelle transition qui devrait être mise en place. La preuve, la mission de haut vol dépêchée sur les lieux dans un premier temps par la CEDEAO a été un échec et la CEDEAO a dû revoir justement sa position. Maintenant, je pense que, vous savez, quand vous voyez la présidence de loin et quand vous l'avez en main, il y a les points de vue diffèrent et vous comprenez que vous devez forcément collaborer avec un certain nombre de facteurs. La preuve, le Mali n'est pas un pays en autarcie. Il y a le Mali d'abord qui vit au sein d'une union monétaire qui est assez dynamique. On parle beaucoup de la CEDEAO en tant que conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, mais on oublie derrière toute la CEDEAO politique et économique. La plupart des textes de loi dans la majorité des domaines dans nos différents pays, que ce soit sur les marchés publics, sur les droits fondamentaux, sur un certain nombre d'aspects importants, sur l'économie, les bases du droit et tout ça, sont calqués sur les modèles communautaires. Et donc, vous ne pouvez pas, si vous avez véritablement en main les rênes du pouvoir, ne pas prendre en compte l'avis de la CEDEAO, d'autant plus que le Mali est un vaste pays, difficilement maîtrisable, difficilement maîtrisé par la junte même telle qu'elle est au pouvoir actuellement, et qu'elle aura forcément besoin des pays limitrophes, ceux de la CEDEAO, de l'Union économique et monétaire, pour continuer par survivre. Parce qu'on parle d'un pays surendetté, il faudra fonctionner avec la BECEAO. La preuve, il y a déjà eu cette menace de faire fermer la banque à billets au Mali. Et il ne faut pas oublier le fait aussi qu'il y a la présence de la force Barkhane, qui est plutôt une force, et quand on sait les relations étroites entre la France et les premiers responsables, en tout cas les piliers politiques de la CEDEAO, les personnalités à l'avant-garde de la CEDEAO, notamment un certain Alassane Ouattara. On se rappelle encore samedi, il y avait eu un tête-à-tête à l'Élysée. Je me doute bien que la question malienne a forcément été abordée. Donc, quand on est président de la junte et qu'on prend les rênes du pouvoir, en tout cas, quand on visait le pouvoir, quand on faisait le coup d'État, les premières déclarations, on n'a pas forcément à l'esprit toutes ces pesanteurs-là que regarde un président de pays. Mais une fois qu'ils sont installés, je pense qu'au regard de toutes ces pesanteurs, ils doivent réviser un certain nombre de positions pour pouvoir survivre même en tant que jeune. Parce que je rappelle que cette junte demeure fragile. La preuve, vous regardez l'âge et le parcours de ces officiers-là qui ont fait le coup. Je doute que s'ils n'avaient pas le soutien populaire fort de la rue et surtout des soutiens étrangers, et je continue par croire que ça peut être un jeu. Cette junte a bel et bien pu bénéficier en amont même du soutien d'un certain nombre de présidents de la CEDEAO. Elle n'aurait pas réussi ce qu'elle a fait avec IBK, parce que connaissant le syndicat des chefs d'État que représente la conférence des chefs d'État, parce que je dis toujours que quand on parle de CEDEAO, on oublie tout l'aspect communautaire, économique qu'il y a derrière la CEDEAO. On ne parle que de l'organe politique des 16 chefs d'État, et donc on oublie souvent de parler d'eux. Et donc, le président de la junte sait que pour faire fonctionner le Mali, il a besoin de ses alliés. Et donc, au fur et à mesure, il va revoir son discours, revoir ses positions. Et même si le MFP, enfin, le mouvement du 5 juin, le Rassemblement des forces patriotiques, ne sait pas s'y prendre, la junte ne pourra pas adopter leurs positions qui, pour certaines, sont des positions de rue et qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre de pesanteurs que doit gérer un président de pays. Donc, je le rappelais, Alassane Ouattara et le colonel Goïta se sont parlé. La CEDEAO est très présente dans la situation malienne, même si la junte veut que ce soit les Maliens qui décident de la suite à donner à la transition et tout. On ne peut pas faire sans la CEDEAO. Oui, ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire que on peut redouter sur le comportement des chefs d'État de la CEDEAO, dont certains veulent être au pouvoir à vie, s'accrocher. Mais au même moment, il faut reconnaître qu'il faut toujours qu'il y ait une instance qui puisse réguler la chose politique en Afrique de l'Ouest et pas ricocher
le volet économique et social, comme il faisait si bien allusion. Mais c'est en cela je dis que la CEDEAO n'est pas forcément une CEDEAO de chercher à faire conserver un chef d'État au pouvoir. La CEDEAO a des tests qui sont clairs. Le protocole additionnel sur la démocratie et les droits de l'homme est clair sur la limitation des mandats présidentiels à 2. Je ne vois en quoi un coup d'État militaire peut autant gêner les chefs d'État dans la CEDEAO et qu'un coup d'État constitutionnel ne puisse pas gêner au point de taper du poing sur la planche pour limiter les dégâts. Parce que les violences ne viennent pas forcément des coups d'État militaires. La preuve, ce qui s'est produit au Mali n'a pas forcément amené tant de morts. Mais ceux qui sont tombés déjà en Côte d'Ivoire, ils atteignent 15. Ceux qui sont tombés en Guinée, ils atteignent plus de 20. Ça dépasse le vouloir rester faire un 3 mandats qui est contre le protocole de la CEDEAO est déjà en déphasage avec ce que les militaires ont fait et qui aujourd'hui attire beaucoup du monde. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le rôle que joue actuellement Alassane Ouattara dans cette histoire du Mali. Vous savez, la CEDEAO, quoi qu'on en dise, a toujours un leader. Celui qui préside la CEDEAO, c'est lui qui est souvent au devant et son ministre des Affaires étrangères. On a beau avoir un Ivoirien qui est président de la commission de la CEDEAO, ça aurait été le président de la commission de la CEDEAO qui aurait appelé Assimi Goïta, je l'ai compris. Comment on dit ça? Quelle compétence, par quelle compétence Ouattara appelle Goïta alors qu'il y a le président du Niger? Il est le doyen d'âge des chefs d'État de la conférence. En ce terme-là, on ne renvoie pas au doyen d'âge en termes d'âge. On renvoie au doyen d'âge en termes de longévité au pouvoir. Pas forcément. Nous sommes en Afrique. Puissant voisin aussi. Hein. Il y a beau avoir un puissant voisin, mais il n'a pas fait longtemps le pouvoir que Faure Gnassingbé, par exemple. Lui, pour des raisons que tout le monde sait, je ne crois pas, peut-être, de par son âge, malgré qu'il ait duré, il est déjà totalement fragilisé chez lui pour se mettre son nez encore dans une crise. Autant de son vieux qui a été décrié, pourtant, ça se faisait. Ça, c'est un point de vue. Maintenant, parlant du téléphone qu'aurait pris, c'est juste la question du sous-préfet que nous avons toujours évoqué, mais qui résonne. Au moins, peut-être ça a permis que IBK puisse... Vous ne voyez pas que le Niger, le président nigérien, le président béninois et autres, ne communiquent pas facilement comme ça avec le président français, le cercle français. Il y a un problème qui se passe que les peuples ne sont pas en train de lire. Nous, journalistes, nous devons rentrer dans le fond, lire lire le visage et le comportement des chefs d'État vis-à-vis de la France. Cette question de parce que cette histoire de Ouattara qui appelle Goïta, contrairement à sa vision, lorsque le coup d'État s'était déjà produit, il y a un paradoxe. Il était partisan de la le simple fait d'avoir rencontré, c'est l'un des plus durs avec Condé, parce que eux aussi, ils ont les velléités de pouvoir s'accrocher au pouvoir. Monsieur, 30 secondes seulement. Donc, vous savez, nous sommes en Afrique et nous mettons en place nous-mêmes nos processus de désignation. Mais si nous-mêmes nous revenons, quelles que soient les faiblesses de nos systèmes de désignation pour dire que quelqu'un désigne des sous-préfets pour nous, c'est, je pense, à mon avis, de notre propre irresponsabilité. Et Ouattara, à mon avis, a joué son rôle non seulement de doyen d'âge au sein de la conférence, mais aussi de voisin le plus impacté aujourd'hui. Mais le doyen d'âge, ça devait être Alpha Condé, il me semble. Hein? Alpha Condé a 82 ans. Oui, mais Alpha Condé, on sait les problèmes. Tous les problèmes je compte Alpha Condé. Je compte Ouattara dans cette qu'il a aujourd'hui. Mais, à mon avis aussi, il fallait quelqu'un pour décanter la situation. Je pense qu'il était, Ambroise l'a lui-même souligné, il était indispensable que cette jeune, pour elle-même, pas seulement pour IBK, libère IBK pour des soins. Parce que s'il arrive quelque chose à IBK, dans le contexte malien aujourd'hui, tout le monde dira, même si c'est une mort naturelle, tout le monde dira que c'est la jeune. Et je pense que Ouattara a joué son rôle de président. Et vous savez, c'est ce que il n'est pas président en Afrique de l'Ouest. Quand on parle de... Quand on parlait de Donald Trump tout à l'heure, on a évoqué ce leadership international. Quand vous êtes un président et que vous travaillez bien chez vous, la prochaine étape, c'est d'internationaliser votre leadership. Alors, et Ouattara est en train de réussir ça. Rapidement, le journal tout de suite et on revient. Ouattara.